Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a participé du 25 au 30 septembre à la 70e Assemblée générale des Nations Unies. Cette rencontre qui coïncide avec le 70e anniversaire de l'organisation s'est déroulée cette année sous le thème général « L'ONU à 70 ans, la voie vers la paix, la sécurité et le droit de l'homme ». Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a ainsi entamé sa visite de travail à New York par une rencontre avec le secrétaire général de l'organisation Ban Ki-moon. Le chef de l'État, qui était accompagné d'une importante délégation à son arrivée au quartier général de l'ONU, a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang. Après la signature du registre et une poignée de main devant les drapeaux djiboutiens et onusiens, les deux responsables y ont évoqué ensemble la célébration du 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi et surtout la situation dans la région de la Corne de l'Afrique. Dans la même journée, le chef de l'État s'est entretenu avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies et secrétaire exécutif de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, M. Carlos Lopez. Au menu de discussion, la politique commerciale africaine. Ils ont également évoqué ensemble les avancées de Djibouti en matière des OND. J'ai beaucoup d'admiration et d'amitié pour le président, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir le rencontrer et de pouvoir utiliser toutes les opportunités pour m'entretenir avec lui et faire un peu le bilan de ce qui se passe, notamment dans le continent africain en termes de développement. Là, on a un peu parlé des objectifs du millénaire parce qu'on arrive à l'échéance finale de cette grande lancée d'événements. Et nous sommes en train de commencer une nouvelle étape avec l'adoption des objectifs de développement durable. Donc le président était particulièrement intéressé à savoir quelle était mon analyse et moi j'étais particulièrement intéressé à savoir comment Djibouti peut se positionner pour profiter de tous ces développements qui sont en train de s'établir en fonction de la discussion sur les objectifs du millénaire. Je pense que Djibouti a fait des bons en avant et des pas importants dans la direction des objectifs du millénaire. Vous savez, quand l'Afrique a adopté les objectifs, comme tout le monde, peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte qu'en partant d'un peu plus en arrière que les autres, et c'était très difficile dans une période historique seulement de 15 ans, de pouvoir attraper, disons, les progrès déjà réalisés dans des régions comme l'Asie ou l'Amérique latine. Donc c'est pourquoi très souvent on dit que les pays africains n'ont pas atteint les objectifs du millénaire. Moi je pense que c'est un faux débat. Le plus important c'est de savoir quel a été le niveau d'effort que les différents pays ont fait en fonction de leur état de développement en 1990, qui a été utilisé comme année de base, année charnière pour la mesuration des progrès. Et là, on peut se rendre compte qu'entre 1990 et 2015, les progrès de Djibouti ont été gigantesques, ne serait-ce qu'en matière de santé et d'éducation, mais aussi d'infrastructures. Donc, c'est un des pays qui maintenant a un revenu moyen. Donc ça, c'est déjà aussi une espèce de catalogue de considérations qui met Djibouti dans une étape différente, qui est l'étape des pays à revenus intermédiaires, donc pas des pays les moins avancés. Donc je pense que Djibouti a beaucoup de raisons pour s'auto-féliciter avec ce qui a été atteint pendant ces 15 dernières années. Cette session qui sera une occasion de passer en revue les réalisations et les efforts inlassables de l'ONU en matière de paix et sécurité, de développement et de promotion des droits de l'homme, enregistré également l'engagement renouvelé des États membres en faveur d'un monde plus sûr, plus juste et mieux préservé pour les générations futures. L'agenda de développement que nous venons d'adopter, intitulé « Transformer notre monde », le programme de 2030 pour le développement durable comprend 17 objectifs de développement durable assortis de 69 cibles ambitieux et universelles. Il a pour but de transformer toutes les sociétés en les arrimant au développement durable, et cela par l'éradication de la pauvreté et la faim, la lutte contre les inégalités, la garantie de l'autonomisation des femmes et des filles en ne laissant personne pour compte, par le renforcement du développement économique durable avec la transformation et la promotion d'un monde
d'un mode de consommation et de production durable, par la protection de notre planète en combattant les changements climatiques et enfin par l'établissement d'institutions efficaces, comptables et inclusives en vue de réaliser le développement durable et parvenir ainsi à un partenariat mondial revitalisé. Le nouveau programme de développement prend également en compte les lacunes et les défis observés durant la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement dans bon nombre de pays. Il est important de reconnaître ici les progrès tangibles enregistrés par les pays africains, notamment le mien, dans la réalisation des OMD. Même si des défis persistent, des résultats probants ont été observés en matière d'éducation, de santé maternelle et infantile, de lutte contre le VIH/SIDA et autres maladies transmissibles. L'exemple dont je suis le plus fier et que je souhaite partager avec vous est celui qui concerne les progrès réalisés en matière de sécurité alimentaire grâce à des politiques nationales de développement social doublées de stratégies de coopération régionale qui ont permis de booster la production agricole de notre pays. Cela nous a en effet permis de réduire de moitié l'extrême pauvreté et la faim ainsi que la mortalité infantile. La République de Djibouti a eu l'insigne honneur de figurer parmi les pays récompensés par le FAO en juin 2015 pour avoir atteint ce double objectif du millénaire malgré des conditions climatiques drastiques. Monsieur le co-président, il est important qu'en cette année charnière pour le développement durable, les défis et les déficits qui ont ralenti la réalisation des EMD soient dûment évités et corrigés. Les moyens financiers mobilisés aussi bien au niveau national qu'à travers la coopération internationale seront déterminants pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'aide publique au développement est cruciale pour les pays les moins avancés et il est impératif que les engagements pris à leur égard par les partenaires au développement soient enfin honorés. Je tiens à souligner que dans la mise en œuvre du programme de 2030, dont le leitmotiv est « Leave no one behind », il est important que les priorités nationales en matière de développement durable, les lois et les spécificités sociales, culturelles, morales et religieuses de chaque État, de chaque société, soient au cœur de cet agenda universel et inclusif, basé sur les droits de l'homme universellement reconnus. Je voudrais conclure en réaffirmant la ferme volonté politique de la République de Djibouti de continuer à œuvrer pour que le développement socio-économique respectueux de l'environnement tel que décrit dans l'agenda 2030 soit le chemin résolument poursuivi pour les prochaines années ainsi que les prochaines générations. La Somalie a été le 29 septembre au cœur de l'agenda du président de la République. Ismaël Omar Guelleh a ainsi pris au sommet consacré à ce pays aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a ouvert la rencontre, a indiqué que la Somalie a fait des progrès constants dans la construction d'un État démocratique et fédéral et s'est félicité de la formation d'un nouveau gouvernement régional intérimaire, du lancement du processus de révision constitutionnelle et surtout de l'ouverture le 19 septembre d'un forum consultatif national appelant toutes les composantes de la société à se mettre d'accord sur le processus électoral de 2016. Le temps fort de ce sommet fut l'intervention du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, fin connaisseur du dossier somalien. Le chef de l'État a insisté sur le renforcement des institutions et s'est dit satisfait de la recherche de solutions pacifiques par les Somaliens eux-mêmes face aux défis que pose la recomposition du pays. Concernant la question sécuritaire,
sécuritaire et le maintien de la paix. Le numéro 1 djiboutien a souligné que des progrès ont été enregistrés depuis des ans grâce à l'AMISOM et les forces somaliennes. Cela étant, les mouvements extrémistes d'Al-Shabaab demeurent une menace potentielle aux institutions fédérales de transition. C'est aussi une menace pour la sécurité et la stabilité de la région, a poursuivi le président Guelleh. La communauté internationale doit aider ce pays à mettre sur pied une armée somalienne convenablement équipée et à en faire une force régulière capable de répondre aux menaces pesant sur l'unité et l'intégrité territoriale, a conclu le président Ismaël Omar Guelleh. Autre rencontre de taille, la réunion de pays contributeurs de troupes de l'AMISOM organisée à la demande de Djibouti. Une réunion co-présidée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. La République de Djibouti fait partie depuis 2011 du pays contributeur de l'AMISOM par la participation de 2 bataillons d'un total de 1900 soldats déployés dans le secteur 4 Hiran sous commandement djiboutien. Les premiers bataillons répartis entre Beledweyne et Bouleboudé et le 10e est installé à Jalalarsi depuis le 11 septembre 2015 afin de remplacer le contingent burundais, a rappelé le chef de l'État au cours de son intervention. Cette importante réunion a ainsi permis de réfléchir sur la situation de l'AMISOM dont le mandat expire en 2016. 2016 qui est également une année électorale en Somalie, des élections cruciales pour l'avenir des institutions somaliennes. Soucié de cette situation, le président Guelleh a encore une fois appelé la communauté internationale à appuyer la Somalie. En marge de sa participation aux travaux de la 70e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu la sous-secrétaire d'État américaine chargée de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l'homme, Sarah Sewell. La rencontre s'est déroulée au Ritz-Carlton Hotel en présence notamment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés au cours de cet entretien, mais le plus important reste le projet de création d'un centre d'excellence contre l'extrémisme violent. Madame Sewell a indiqué que le projet qu'elle est venue présenter au président Guelleh était une grande opportunité aussi bien pour Djibouti que toute la région de l'Afrique de l'Est. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé mardi dernier le parti au conflit au Soudan du Sud à mettre en œuvre sans plus tarder l'accord de paix, notamment par le respect du cessez-le-feu et la formation d'un gouvernement d'unité nationale. C'est lors d'une réunion de haut niveau à laquelle a pris part le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, que Ban Ki-moon a rappelé que le conflit qui a éclaté en décembre 2013 est venu ternir les aspirations du peuple sud-soudanais à un avenir meilleur. Il a brisé l'optimisme de la communauté internationale. Des milliers de vies ont été perdues dans un conflit insensé, a-t-il martelé. Cette réunion de haut niveau est organisée au siège de l'ONU en marge du débat général de la 70e Assemblée générale de l'organisation. Le secrétaire général a exprimé sa gratitude envers l'autorité intergouvernementale pour le développement pour ses efforts déployés afin d'aider les partis à parvenir à un accord. Le président de la République a pris part mercredi à un sommet sur l'extrémisme violent. Ce sommet organisé à l'initiative du président Obama est essentiellement consacré aux efforts de la communauté internationale pour lutter contre l'organisation de l'État islamique et l'extrémisme violent. Daesh constitue une menace pour les États-Unis et la communauté internationale et nous allons utiliser tous les moyens nécessaires pour le vaincre, ont dit les participants à ce sommet. Les États-Unis qui sont à l'origine de ce sommet ont précisé que cette lutte ne se gagnerait ni rapidement ni uniquement par des moyens militaires ou par les États-Unis seulement. Ceci est une lutte à long terme qui nécessite une approche globale et une concertation avec les acteurs étatiques et non gouvernementaux. East African region, ladies and gentlemen, is one of the first parts of the world affected by this new form. Le chef de l'État, qui a également prononcé un important discours, a rappelé que l'Afrique de l'Est connaissait ce type de violence à travers Al-Shabaab et ses actions terroristes. Les groupes terroristes comme Al-Shabaab et l'organisation d'État islamique ont en commun la croyance que la loi islamique est la seule solution aux problèmes du pays, a dit le chef de l'État, qui a également indiqué que la vision djihadiste mondiale que partage ce groupe leur permet de construire des réseaux très efficaces
efficace et de créer des alliances entre les différentes branches. Cela a pour conséquence la création d'une forme de nébuleuse qui tire parti de médias sociaux dont le message finit souvent par envelopper d'autres gènes à éclairer le président Guelleh. Lorsque le monde musulman devient synonyme de terreur, quand il suscite la méfiance et parfois même le rejet, quand des millions de réfugiés veulent rejoindre notre rive et vont empêcher de le faire, ou alors nous avons échoué dans notre lutte contre l'extrémisme, a poursuivi le président de la République. Il nous incombe de montrer un autre visage au monde, à aller au-delà des divisions, de rassembler et de réconcilier les religions. Une cérémonie de signature de l'accord cadre du projet de pipeline de produits pétroliers raffinés s'est tenue le 29 septembre au Park Lane Hotel à New York. La cérémonie a été co-présidée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Il s'agit du plus grand projet d'investissement américain en Afrique de l'Est. Le projet de pipeline de produits pétroliers raffinés reliera Djibouti à l'Éthiopie. À titre de rappel, ce projet est produit par la joint venture Black-Rhino Mogs. Black-Rhino est la filiale du groupe d'investissement américain Blackstone. Ces grands groupes étant connus pour ses investissements majeurs à travers le monde et jouissant d'une santé financière sans égale, comme l'a souligné le ministre de l'Énergie. L'accord s'est déroulé en 3 étapes, d'abord entre Black-Rhino et le ministre éthiopien des Finances, cette même société qui a ensuite signé avec le ministre djiboutien de l'Énergie et des Ressources naturelles Ali Yacoub. Cérémonie qui a abouti par la signature de l'accord entre les deux pays concernés, Djibouti et l'Éthiopie. À l'issue de la conclusion de l'accord, le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn se réjouit de la coopération et la fraternité existant entre les deux pays. Le besoin grandissant d'énergie de l'Éthiopie va être en grande partie satisfait par ce projet, a dit M. Desalegn, qui a réitéré le soutien et la confiance de son pays à l'égard de la société Black-Rhino. Simply because it is very important. Toutes les marchandises en provenance et à destination de l'Éthiopie transitent par notre pays, a indiqué le chef de l'État, dont les infrastructures portuaires ont été récemment agrandies et remises à neuf afin de suivre l'augmentation du trafic maritime régional. Les produits pétroliers n'échappent pas à la règle et sont donc réceptionnés chez nous avant d'être chargés dans des camions-citernes en partance pour l'Éthiopie. Néanmoins, a poursuivi le président Guelleh, il va sans dire que ce mode de transport adopté par nos deux pays depuis plusieurs décennies comporte des inconvénients que nous constatons et déplorons tous les jours. On assiste ainsi régulièrement à la survenue d'accidents parfois très graves le long du corridor djibouto-éthiopien, accidents qui se traduisent par des fuites et pertes d'hydrocarbures engendrant une pollution des sols et représentant un manque à gagner non négligeable pour l'économie des deux pays. En outre, face à la demande, a indiqué le président de la République croissante de l'Éthiopie en matière de produits pétroliers, nous enregistrons une augmentation accrue du trafic routier provoquant congestion des routes et diminuant ainsi la qualité de l'approvisionnement vers l'Éthiopie. Ces projets qu'on vient de signer aujourd'hui fait partie de cette politique d'intégration régionale qui est, comment dirais-je, promue par le COMESA, mais également par l'Union africaine. Donc aujourd'hui, la signature de ces projets s'inscrit dans ces cadres-là. Ces projets devaient se faire il y a plusieurs années. Allah a voulu que ça se passe aujourd'hui, mais il faut rendre hommage non seulement au président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'ancien Premier ministre Meles Zenawi, et surtout à l'actuel Premier ministre éthiopien Haile Mariam, qui ont cru à ces projets et qui ont finalisé ces projets. Ces projets vont permettre de transporter les produits pétroliers raffinés du port de Djibouti vers le centre d'Éthiopie à Awash. Et à partir de là, il y aura une redistribution sur l'ensemble du pays. Cela a plusieurs impacts positifs. Le premier impact, c'est, comment dirais-je, la protection de l'environnement. Comme vous l'avez vu sur les routes, il y a beaucoup de camions qui sont accidentés et qui déversent les produits pétroliers sur la route. Cela a un impact très important sur l'environnement. Le deuxième aspect positif, c'est l'économie. Aujourd'hui, nous avons la preuve qu'il y a une perte environ de 30%. C'est dû aux accidents, mais aussi à des vols. Grâce à ces pipelines,
l'Éthiopie et Djibouti vont économiser 30%. C'est aussi un moyen de lutter contre le trafic. Mais le plus important, c'est que l'Éthiopie, qui a besoin d'énormément de produits pétroliers raffinés, en 2018, il y aura à peu près 240 000 barils jour qui seront évacués. Comme c'est une économie à deux chiffres qui se développe de plus en plus, elle a besoin à temps qu'on lui livre les produits pétroliers raffinés. Le projet tourne autour de 1,5 milliard $. Non seulement ça va permettre de développer nos pays, mais ça va créer aussi beaucoup d'emplois. Et nous encourageons Blackstone et Black Renault à investir davantage à Djibouti. On dit que Djibouti, il n'y a que les Chinois qui investissent. C'est totalement faux. Le désormais de Djibouti, comme vous le savez, c'est la terre de rencontre et d'échange. Nous sommes ouverts à tout le monde, à tous les investisseurs privés, étrangers, qui respectent nos règles, nos politiques et qui veulent vraiment travailler dans de bonnes conditions, sont les bienvenus. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui, les États-Unis et d'autres pays occidentaux veulent investir à Djibouti et vont beaucoup investir à Djibouti. Bismillahirrahmanirrahim. Pour commencer mon discours, je souhaiterais cette occasion pour rendre un hommage appuyé à la mémoire de son Excellence Roble Al-Hayy, représentant permanent de Djibouti auprès des Nations Unies et ambassadeur de la République de Djibouti aux États-Unis. Mon pays et moi-même avons perdu un frère et un grand patriote. La famille des Nations Unies a quant elle perdu un collègue et un ami. Feu Roble Al-Hayy fut l'exemple même du diplomate chevronné et expérimenté. Son parcours est impressionnant, sa vie riche en enseignements et ses succès immenses. Je voudrais souligner notamment son combat permanent pour le développement économique et commercial en faveur du continent africain. Il a représenté notre pays et toute l'Afrique avec fierté. Le chagrin et la peine que nous ressentons aujourd'hui suite à sa disparition sont allégés par les nombreux messages de respect et de compassion qui nous parviennent de par le monde. Il nous manquera tous profondément. Que le Tout-Puissant puisse l'accueillir dans son paradis éternel. Amin. Monsieur le Président, c'est pour moi un honneur de prendre encore une fois la parole devant cette assemblée des peuples pour célébrer avec les hommes et les femmes de tous les pays, de toutes races, de toutes langues et de toutes cultures, le 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies. La charte de l'Organisation des Nations Unies, lors de son élaboration en 1946, constituait un message d'espoir rédigé au lendemain d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Elle symbolisait en effet l'aspiration de la communauté mondiale à la paix et à la coopération. Cette année, mesdames et messieurs, nous célébrons non seulement le 70e anniversaire de notre chère organisation, ce qui constitue une date historique en soi, mais également le 20e anniversaire de la conférence de Pékin, ainsi que les 15 ans depuis l'adoption de la déclaration du millénaire. 2015 est une année cruciale. 2015 est une année porteuse de nombreux espoirs, malgré les efforts soutenus, engagés pour atteindre un monde de prospérité, d'équité, de liberté, de dignité et de paix pour tous les peuples. Nous savons tous, hélas, qu'il nous reste un long chemin à parcourir. Incontestablement, la communauté internationale reste confrontée à un éventail sans précédent des défis considérables, la pauvreté et la faim, la persistance du chômage et du violent conflit armé, le changement climatique. Et pas plus tard que l'année dernière, nous avons vu des systèmes de santé des pays frères dépasser face à de nouvelles menaces terribles telles que le virus de l'Ebola, tandis que de nouveaux défis ont émergé, menaçant en permanence la paix et la sécurité. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais permettez-moi pour l'heure d'aborder les conséquences de la fragilité macroéconomique dans l'économie mondiale et les défis multiples et multiformes posés à nos pays, ainsi que l'importance de l'instauration d'un système multilatéral commercial crédible et bénéfique pour tous. Monsieur le Président, le contexte économique et financier
mondial reste plus que jamais préoccupant. La crise financière et économique de 2008 a eu des conséquences multidimensionnelles et un grand nombre de pays en développement continuent d'être confrontés à une situation macroéconomique difficile. Toute réponse destinée à résoudre cette situation devrait tenir compte des besoins spécifiques de l'Afrique et particulièrement des pays les moins avancés et veiller à ce que les engagements pris lors des rencontres internationales puissent être mis en œuvre. À ce titre, nous continuons à observer avec inquiétude les difficultés actuelles que rencontrent les États membres de l'OMC dans les efforts d'identification des voies et moyens de sortir les négociations du cycle de Doha de l'impasse et établir un programme de travail post-Bali significatif. Les enjeux sont importants car il est de notre responsabilité de construire un système commercial multilatéral crédible qui permette à tous, en particulier les pays en voie de développement, de rédiger leurs objectifs en matière d'industrialisation et de transformation sectorielle de leurs économies. Monsieur le Président, le changement climatique représente le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée, mais également le plus important de notre époque en termes de développement et risque de compromettre la vie des générations futures. La multitude de réunions sur le changement climatique et le peu de progrès accomplis illustrent à quel point cette question est source de controverses et de divisions. Il est vrai que nos revendications, mesdames et messieurs, sont légitimes et compréhensibles, mais il est également vrai que l'Afrique a plus à perdre que d'autres. C'est pour cela que nous sommes disposés à assumer nos responsabilités en vue de réduire nos émissions et que nous souhaitons que le principe de la responsabilité commune, mais différenciée, soit scrupuleusement respecté. Chaque région a ses spécificités et ses préoccupations environnementales qui ne sont pas nécessairement les mêmes que dans les pays des autres régions. Mon pays, lui, est particulièrement exposé à de nombreux aléas naturels, les plus fréquents et les plus destructeurs étant les sécheresses et les inondations. La République de Djibouti, en dépit de sa contribution marginale à l'émission de gaz à effet de serre, contribue à l'effort mondial de lutte contre ce fléau ravageur. À ce titre, nous avons récemment abrité une conférence en partenariat avec l'Institut pour le climat et l'énergie de la prestigieuse université de Yale, qui a développé un modèle climatique très pertinent et qui présente tous les scénarios sur les impacts des changements climatiques sur notre région. C'est dans cet esprit que nous avons proposé de créer et d'abriter à Djibouti un observatoire régional de l'environnement. Par ailleurs, mon pays s'est engagé depuis quelques années à conduire une politique d'exploitation des énergies renouvelables avec comme objectif affiché de bannir les énergies fossiles à l'horizon 2020. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà réalisé avec l'Éthiopie un projet d'hydroélectricité et que nous avons d'ores et déjà commencé à exploiter le formidable potentiel géothermique, éolien, solaire et d'énergie marémotrice que possède notre pays. L'environnement est une donnée transversale et transnationale. Il nous faut en conséquence et en toute logique des politiques transversales, transnationales et interdisciplinaires à la hauteur de l'enjeu. Il est donc temps d'adopter des objectifs climatiques justes, équitables et scientifiques. Nous espérons que la COP 21, qui aura bientôt lieu à Paris, marquera un tournant fondamental et décisif. Monsieur le Président, l'extrémisme violent est le produit d'une idéologie meurtrière qui prône ouvertement la destruction et l'élimination de l'autre au nom d'une prétendue conviction religieuse, alors que l'islam est une religion qui prône essentiellement l'ouverture, la tolérance et l'amour du prochain. Notre région, l'Afrique de l'Est, mesdames et messieurs, est l'une des premières régions à avoir été victime d'attaques terroristes. Le groupe Al-Shabaab
constitue une grande menace dans notre région et est à l'origine d'attaques terroristes et de nombreuses tentatives d'attentats dans la plupart des pays de la région. Cette expérience douloureuse nous a permis de développer une connaissance du fonctionnement, des pratiques et des stratégies des groupes terroristes qui gagneraient à être partagées. Les causes qui favorisent l'expansion de ce fléau qu'est l'extrémisme et de facto des groupes de terroristes sont profondes et diverses. Les fissures et les fractures que l'on observe dans l'architecture sécuritaire internationale et les zones de conflit du Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que les difficultés économiques, l'extrême pauvreté, la perception réelle ou non de marginalisation génèrent un sentiment d'incertitude et un désir d'appartenance fort qui peut rendre les groupes sensibles à la rhétorique extrémiste et conduire aux attaques violentes dont nous connaissons le coût humain, les nombreux problèmes sécuritaires, économiques et sociaux qu'elles entraînent. Hier, le président Obama a pris l'initiative d'organiser un sommet sur cette thématique qui nous concerne et nous concerne tous. Nous l'en remercions car le contexte international nous prouve chaque jour le besoin et la pertinence de telles consultations. Aucun pays ne peut combattre ce fléau tout seul, car le terrorisme n'a pas de frontières. Pour neutraliser cette menace, nous devons agir ensemble, de manière concrète et décisive. Les stratégies de combat et de prévention contre la violence extrême doivent être parfaitement calibrées tout en évitant la surréaction. Elles doivent être basées sur une analyse des causes profondes ainsi qu'une compréhension des raisons qui poussent à l'extrémisme. Les gouvernements, les organisations régionales et internationales, les chefs religieux et les responsables du monde académique et de la société civile doivent unir leurs forces en vue de renforcer la résilience face au terrorisme et mettre sur pied la sécurité et la stabilité dans nos pays. À ce titre, mon pays va bientôt créer, dans le cadre de l'IGAD, un centre d'excellence de lutte contre l'extrémisme violent. Ce dernier a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et représente un espace de dialogue et une plateforme d'échange d'informations entre les chercheurs et les spécialistes. Monsieur le Président, les pays membres ici présents sont témoins depuis 2008 de la situation tendue et jusqu'à présent sans solution qui prévaut dans le nord de mon pays suite à l'occupation injustifiée et incompréhensible des forces érythréennes d'une partie de notre territoire. Les membres de mon gouvernement et moi-même sommes venus ici à plusieurs reprises vous exposer la situation et vous informer du comportement déraisonnable de l'Érythrée qui continue d'ignorer la gravité de la situation et à rejeter toute tentative de discussion. Afin de résoudre ce conflit de manière pacifique, mon pays a depuis le tout début cherché les bons offices de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes, de l'Organisation de la Conférence islamique et de l'ONU. Nous avons enfin accepté la médiation de Son Altesse Royale l'Émir du Qatar, pensant que ces pays écouteraient raison, mais en vain. À ce jour, plus de 5 ans après la signature de l'accord de médiation, nous attendons toujours la démarcation de la frontière et le retour de nos prisonniers de guerre. Malgré l'appel à la raison de la communauté internationale et l'adoption des résolutions 1862 en 2009, 1907 en 2009 et fin 23 en 2011. L'Érythrée refuse de reconnaître l'existence même des prisonniers djiboutiens, bien que 2 d'entre eux aient heureusement réussi à s'échapper. Cette attitude de déni, même après le retour et les témoignages de ces prisonniers, et de refus de toute discussion est contraire aux normes et conduites internationales. Elle témoigne du danger que ces pays représentent pour la région et la communauté internationale
dans son ensemble. Mon pays a toujours su préserver la paix et nous croyons aux vertus du dialogue et de la médiation. Toutefois, l'intégrité territoriale de mon pays ne saurait être négociable. Concernant le Yémen, nous sommes profondément préoccupés par la situation dramatique que connaît actuellement ce pays frère et surtout par la détérioration de la situation humanitaire qui est catastrophique. Depuis le début du conflit, la République de Djibouti réaffirme sa solidarité avec le peuple yéménite et a pris toutes les dispositions nécessaires afin d'aider et d'accueillir les populations déplacées fuyant les combats. Mesdames et messieurs, la situation qui prévaut aujourd'hui au Yémen est le résultat du refus de la rébellion d'accepter et de respecter la période de transition politique telle que négociée pendant le processus de dialogue national. Et en prenant les armes, ils ont mis à feu et à sang ce pays et ont contraint le président légitime à quitter le pays. Nous condamnons les agissements de la rébellion et surtout la menace que ces éléments font peser sur l'unité, l'intégrité, la stabilité et la souveraineté du Yémen. En outre, l'escalade de la violence au Yémen fait peser de graves menaces sur la sécurité et la stabilité de la région et ouvre un nouveau front de radicalisation, notamment la montée en puissance d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, du côté de notre frontière orientale, posant ainsi une menace certaine pour mon pays et à travers le détroit de Bab el-Mandeb. Nous nous félicitons à cet égard de l'intervention militaire des pays frères du Conseil de coopération du Golfe menée par l'Arabie saoudite au Yémen, et cela à la demande du président Hadi Mansour. Nous remercions le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et à travers lui, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, son envoyé spécial pour le Yémen, pour leur dévouement ainsi que les efforts inlassables dont ils font preuve depuis le début de ce conflit. Nous sollicitons les Nations Unies de redoubler ces efforts et ces activités de bons offices afin de permettre la reprise d'un processus de transition politique pacifique, car le règlement de la crise du Yémen passe par le dialogue. Nous exhortons enfin toutes les parties yéménites à participer de bonne foi au dialogue mené sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. En dépit des difficultés et des obstacles quotidiens dont nous sommes tous conscients, la Somalie a réalisé des progrès notables dont les plus saillants sont la formation fédérale, la mise en place d'administrations régionales ainsi qu'une commission électorale nationale indépendante. Cependant, le gouvernement somalien reste confronté à des défis de taille. Il est manifeste pour nous que la reconstruction de la Somalie est tributaire de la garantie d'un environnement sécuritaire stable. Certes, depuis 2 ans, des gros progrès ont été réalisés sur le terrain. Toutefois, la menace extrémiste n'en subsiste pas moins au vu de la recrudescence des attaques de ces derniers mois. L'attentat contre l'hôtel Jazeera le 26 juillet en est la preuve. De tels attentats ont démontré que l'AMISOM ne peut se passer du concours des forces de sécurité somaliennes. C'est pourquoi je réitère notre conviction que la mise sur pied d'une armée somalienne convenablement équipée, formée, encadrée et surtout bénéficiant du financement nécessaire est un impératif. En effet, le projet d'intégration des éléments armés en une force régulière capable de répondre aux menaces pesant sur l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie devrait, à mon sens, être une priorité pour le gouvernement somalien comme pour la communauté internationale. Je profite de cette opportunité pour saluer les efforts inlassables et les lourds sacrifices consentis par les troupes de l'AMISOM et les forces somaliennes malgré la gravité de la situation sécuritaire. Monsieur le Président, l'ampleur de la souffrance palestinienne nous frappe dans nos chairs. Nous sommes tous conscients qu'après plus d'un demi-siècle de tragédie et de résistance, le peuple palestinien continue à subir l'occupation israélienne et à vivre dans des conditions inhumaines sous nos yeux. Chaque fois qu'une lueur d'espoir
de reprise des négociations de paix apparaît, l'État israélien y met fin en relançant la construction de nouvelles colonies. Nous, en tant que gouvernement, nous, en tant que membres de l'Assemblée générale des Nations unies, avons le devoir moral et la responsabilité politique de dire non et d'accorder à ce peuple frère le droit d'être libéré de toute occupation, le droit de vivre dans la dignité et la paix, le droit d'aspirer au but de tout un chacun comme nous tous. Un État palestinien indépendant et viable avec Jérusalem-Est comme capitale, ainsi qu'une adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU constitue un impératif pour la paix et la stabilité dans cette région et changera le cours et l'image de l'histoire. Monsieur le Président, il est indéniable que nous nous trouvons aujourd'hui à un moment crucial de l'histoire de notre organisation et que le monde dans lequel nous vivons est bien différent de celui de 1945. Il est également indéniable que cette évolution nous oblige à nous adapter aux réalités nouvelles et changeantes. À ce titre, la revitalisation de l'Assemblée générale et la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies revêtent une importance capitale. Nous nous félicitons à cet égard de l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution sur la revitalisation dans ses travaux, suite à la conquête majeure que constitue sa création par les pères fondateurs. Il nous faut poursuivre inlassablement notre quête pour concrétiser toutes les promesses que contient leur vision. S'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, il est impératif qu'à l'aube du 70e anniversaire de l'organisation, le continent africain, qui compte le plus grand nombre de pays, puisse jouir d'une voix permanente dans la conduite des affaires internationales. C'est pourquoi mon pays réitère sa totale adhésion aux conclusions du sommet du C10 à Livingstone en Zambie, notamment la nécessité de poursuivre la promotion de la position commune africaine sur la réforme des Nations Unies et de préserver l'unité du groupe africain. Plus de 15 ans après son adoption, le consensus des îles Unis garde toute sa pertinence, surtout dans ce contexte où les questions africaines occupent plus que jamais l'agenda du Conseil de sécurité. Je vous remercie de votre attention. L'Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre, est la rencontre diplomatique par excellence où tous les dirigeants du monde se réunissent pour pouvoir parler des grands thèmes et des préoccupations du monde. Cette année, cette session a coïncidé avec le 70e anniversaire de la création des Nations unies. Et c'est aussi l'année du lancement de l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable. Donc un thème central a été retenu, qui est celui de l'autonomisation des femmes, de la lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté. Bien entendu, aux côtés de ce thème, il y avait toutes les questions relatives au changement climatique. Cette session de l'Assemblée générale s'est tenue également dans un contexte sécuritaire mondial très sensible. Vous savez que la guerre en Syrie, problème des migrants, des réfugiés qui essaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, la crise en Libye, de nombreuses crises ont un petit peu, je dirais, été au centre des débats et des discussions des dirigeants lors donc de cette session. Le chef de l'État, à la tête d'une forte délégation, a conduit donc la délégation de notre pays et a participé à tous les grands événements qui ont été organisés en marge de cette session. Et aujourd'hui, il a prononcé le discours de la République de Djibouti devant l'Assemblée générale. Au préalable, il a eu l'occasion donc de participer à un événement important de haut niveau sur la Somalie, un événement également très important sur le Sud-Soudan et une session spéciale aussi sur la lutte contre l'extrémisme violent. Et dans le cadre de ces réunions, le chef de l'État a pu exprimer de vive voix la position de Djibouti
sur ces différents thèmes qui ont leur importance dans le cadre donc de cette session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il faut souligner également que l'Assemblée générale des Nations unies est l'occasion de pouvoir mener des consultations bilatérales. Le chef de l'État a eu également beaucoup de rencontres, notamment avec le roi de Jordanie, le Premier ministre éthiopien, le président somalien et d'autres dirigeants du monde. Avec le Premier ministre éthiopien, cela a été l'occasion de signer le lancement d'un grand projet important pour Djibouti et l'Éthiopie, qui est celui de la construction d'un pipeline, afin de transporter les hydrocarbures du port de Djibouti vers Addis Abeba. C'est un projet très important qui va certainement transformer toute la logistique et toute la plateforme de logistique qui existe entre les deux pays. Le chef de l'État également a eu des entretiens avec le roi de Jordanie sur la sécurité dans la région, sur les moyens qu'il faut mettre à la disposition des pays de la région dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Au cours de cette troisième session sur la lutte contre l'extrémisme violent, le lancement d'un centre d'excellence a été annoncé à Djibouti, un centre d'excellence pour la région afin de lutter contre l'extrémisme violent. C'est un centre qui est destiné à regrouper des intellectuels, des penseurs, des religieux également, afin de réfléchir et de proposer des idées nouvelles sur les voies et moyens de sensibiliser la jeunesse ainsi que de promouvoir des idées, des valeurs de tolérance, de coexistence dans le monde musulman et en particulier dans notre région. Je crois que c'est un centre qui va permettre le rayonnement vraiment de notre pays dans cette région et les pays de l'IGAD, les partenaires au développement ainsi que les États-Unis ont jugé utile de proposer ce centre et Djibouti est honoré de pouvoir l'abriter. Il y a eu bien entendu les réunions de l'OCI auxquelles j'ai moi-même participé, les réunions de la Ligue arabe également, au Conseil des ministres de la Ligue arabe, en marge de l'Assemblée générale, où la question du Yémen a été centrale dans les débats. Nous avons également abordé la question de la Syrie, toutes les questions relatives aux crises qui secouent le monde arabe. Un événement extrêmement important s'est déroulé également aujourd'hui, qui est celui de la levée du drapeau palestinien sur le bâtiment ou devant le bâtiment des Nations Unies. Vous savez que la Palestine a été acceptée en vertu d'une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies comme un État observateur. Donc c'était un moment historique, un moment très symbolique, où le président Mahmoud Abbas lui-même était présent, secrétaire général des Nations Unies, ainsi que le président de l'Assemblée générale, qui est un monsieur danois. Et cette cérémonie a eu lieu aujourd'hui à 13h, donc dans le jardin rose, comme on appelle, des Nations Unies. Il y a bien entendu d'autres rencontres bilatérales avec nos amis américains, notamment avec Mme Sewell, qui est l'assistante du secrétaire d'État américain pour les affaires de sécurité et d'immigration, qui a eu une rencontre avec le chef de l'État pour discuter avec Djibouti des voies et moyens de consolider la stabilité dans notre région. Vous savez que Djibouti reste un point d'ancrage dans la lutte contre toute forme d'extrémisme également et la stabilité de toute la région. L'IGAD a eu une réunion également aujourd'hui pour discuter justement de la manière avec laquelle les pays de l'IGAD pourront rapidement installer ce centre d'excellence pour la lutte contre l'extrémisme violent. Voilà une série de rencontres qui, pendant une semaine, ont eu lieu dans cette grande ville de New York, et le chef de l'État a participé à chacune de ces rencontres, ainsi que la délégation donc, qui l'accompagnait. Il faut savoir que les objectifs du millénaire qui avaient été adoptés lors de cette fameuse conférence mondiale en 2000, pour les 15 années qui ont suivi donc, cette conférence, ces objectifs avaient trait à, bien entendu, à tous les secteurs ou les développements sur lesquels tous les pays travaillent, notamment l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté
c'était l'accès au logement, l'accès à l'eau, à l'électricité. Ce sont des objectifs qui sont communs à tous les pays en développement et qui ont permis à certains de pouvoir les atteindre, c'est-à-dire arriver à un certain niveau de développement qui permette de couvrir les besoins des populations en matière d'accès aux soins, d'accès à l'éducation, à la santé, etc. etc. Et en 2015, beaucoup de ces objectifs ont été atteints par un certain nombre de pays. Notre pays également a atteint un certain nombre de ces objectifs, notamment en matière de sécurité alimentaire, en matière d'éducation. Nous avons quand même réalisé de bons scores. Nous pensons que ce processus est un processus long, c'est un processus qui exige des gouvernements, beaucoup plus de fonds et de moyens, qui exige également des partenaires, une attention particulière. D'ailleurs, dans le cadre de ce nouvel agenda 2030, les pays en développement ont demandé à ce que la barre de 0,7% des PIB des pays développés qui devaient mettre à la disposition des pays en développement devait être atteint, ce qui n'était pas le cas pour beaucoup de pays développés qui n'ont pas rempli cet engagement. Pour les pays en développement, les objectifs ont été également revisités, réévalués, et là on parle de 17 objectifs dans lesquels nous retrouvons les changements climatiques, comment faire en sorte que les pays en développement qui sont les plus affectés par les changements climatiques puissent continuer leur processus de développement tout en préservant l'écologie, l'écosystème, la nature, sans la détériorer, mais permettre également pour ces pays-là de pouvoir se développer à un rythme normal et atteindre des objectifs de bien-être pour leur population sociale et autres. Et donc, il y a cet engagement ferme de tous les pays de la communauté internationale de réduire l'extrême pauvreté de 50% et surtout de faire en sorte que le développement de ces pays-là soit un développement intégré qui prenne en compte la dimension de la préservation de la nature et de l'écosystème. Il faut souligner également qu'il y a des défis qui sont divers. Tous les pays, même ceux qui sont en développement, ne sont pas confrontés à ces défis et à l'impact de ces défis avec le même degré ou avec les mêmes conséquences. Et donc il y a toujours cette différenciation qui doit être faite. Chacun en fonction du niveau de développement, chaque pays en fonction du niveau de développement qu'il atteint, et chaque pays en fonction des spécificités nationales et des ressources et des moyens qui sont disponibles dans ce pays. Donc on fixe des objectifs généraux, mais il faut savoir que le rythme d'atteinte de ces objectifs dépend de ces facteurs que je viens d'évoquer et pour chaque pays. Pour ce qui est de la République de Djibouti, je crois que nous sommes, le président l'a annoncé dans son discours, surtout en matière d'énergie, nous sommes vraiment sur la bonne voie pour arriver en 2020, comme il l'a signalé, à une utilisation uniquement des énergies renouvelables et non plus baser notre développement économique sur donc des sources d'énergie fossiles. Et là, c'est un objectif très ambitieux, mais c'est un objectif sur lequel le gouvernement est en train de travailler et nous pensons pouvoir atteindre ces objectifs compte tenu des performances qui ont déjà été réalisées. En matière d'éducation aussi, il faut reconnaître que notre pays, en 15 ans, a fait des avancées notables. Vous savez qu'en 2000, on n'avait pas d'université. Aujourd'hui, l'université de Djibouti reçoit plus de 5000 étudiants et chaque année, nous avons plus de 1500 diplômés. Et ça, je crois, en soi est une réussite qu'il faut saluer. Bien entendu, il y a des efforts à faire dans d'autres secteurs. L'eau également est un défi majeur dans notre pays. Vous savez qu'avec le pipeline d'importation de l'eau de l'Éthiopie, en 2016, je crois vers la fin 2016, notre pays sera complètement à l'abri de tout risque de soif, comme on dit, compte tenu du fait que la régularité des pluies est devenue quelque chose, l'irrégularité des pluies plutôt, est devenue quelque chose de commun
Et donc, nous souffrons beaucoup donc, de ces changements climatiques qui provoquent des pénuries de pluie et donc un impact sur la sécurité alimentaire. Il faut savoir également que la République de Djibouti, les efforts de notre pays en matière de sécurité alimentaire ont été déjà salués par la FAO. Vous savez, il y a 2-3 mois de cela, Djibouti a été cité comme un pays qui a réussi à, je dirais, mettre fin à toute forme de famine potentielle dans notre pays en développant tout un programme d'alimentation, un programme de redistribution des fruits de la croissance et surtout de mise en place des filets sociaux qui ont permis donc de prévenir cette situation de famine. Et donc nous avons été cités, primés, salués, nos efforts ont été salués. Donc vous voyez que les objectifs sont là, les performances aussi, mais il y a toujours beaucoup à faire et nous avançons donc sur la bonne voie. Cette visite du travail de près d'une semaine aux Nations Unies à New York a permis au chef de l'État de réaffirmer entre autres la position de notre pays vis-à-vis du terrorisme, de la paix et la stabilité dans la région, mais aussi et surtout la détermination de Djibouti à lutter contre la pauvreté en poursuivant ses efforts de développement.